Tu te rappelles Fantomette? Par les dieux, que ne viens-tu pas de dire là? Qui ne se rappelle pas de Fantomette? Fantomette, c'était déjà vieux quand j'étais jeune, et pourtant je te prédis que tes petits-enfants le liront, et ils diront comme moi à leurs petits-enfants: ah, Fantomette, Fantomette, toute mon enfance. Tu as des petits-enfants? Non, bon. De quelle adaptation tu veux qu'on parle? Attends, il y en a plusieurs. Je peux t'en citer au moins 3 à la télé, dont 2 dessins animés, dont un ne porte pas le nom de l'œuvre d'origine, mais en est très clairement inspiré. Oui, Enigma. L'autre dessin animé dont tu parles, je suppose que c'est la série animée Fantomette, à laquelle a participé une de nos scénaristes préférées, Sophie de Croisette. Mais le troisième truc auquel tu fais référence, je vois pas du tout ce que c'est. Ah, heureux homme. Si tu savais à quoi tu as échappé en naissant 10 ans après moi. Bon, le troisième truc, c'est la série live Fantomette. Tu te rappelles Code Lyoko Evolution? À ce point-là? J'en sais rien, à vrai dire, j'ai pas vu Code Lyoko Evolution, mais la série live Fantomette, c'était déjà un sacré morceau. Sur sa fantomobile, la nuit elle se faufile. F comme Fantomette, F comme fantastique magique, F comme forme olympique, F comme Fantomette. Oui, c'est aussi ce que j'ai pensé la première fois. C'est que ça reste dans la tête en plus. F comme Fantomette. C'était une série française, jouée de façon française, mais avec en plus des acteurs enfants qui faisaient de leur mieux, des acteurs adultes qui bêtifiaient comme des clowns de cirque pauvre, des dialogues dignes d'une pièce écrite par des élèves en fin d'année de collège, et des moyens franchement cheap. Je dis pas pour autant que c'était jamais drôle, je dis pas pour autant que c'était dépourvu d'idées, j'ai pas non plus l'impression que ça se prenait trop au sérieux. C'est juste que quand j'étais devant, je riais pas tant que ça, je soupirais souvent, j'avais le sentiment que c'était ridicule. Longtemps après, en y repensant, j'ai le souvenir d'une série où on a fait de son mieux avec les moyens du bord, où on n'a pas cherché à faire plus que ce qui était possible, et où il y a quand même une cohérence dans l'esprit, un humour, une esthétique. Une esthétique cheap, un humour bêtifiant, mais une esthétique et un humour qui sont le résultat d'une réflexion sur ce qu'on pouvait offrir aux spectateurs avec ce qu'on avait, et comment l'offrir autant que possible. Ce qui est déjà plus que ce que nous en donnerait une Léa Parker pour n'en citer qu'une. Il y avait quand même 2-3 bons gags, et certains dialogues, à partir du moment où on avait accepté la gagaterie ambiante, étaient drôles. Ce qui m'énervait à l'époque, surtout, c'est que c'était pas Fantomette. Mais soyons honnêtes, vouloir adapter Fantomette sur quelque support que ce soit autre que le texte écrit, c'est comme vouloir adapter Avatar, le dernier maître de l'air, en long métrage d'1h30. Bien intentionné mais voué à l'échec. Exactement, ce qui fait Fantomette, c'est la narration. Allons donc, on parle juste d'une série policière de la Bibliothèque Rose. Mécréant, béotien, Fantomette n'a rien à voir avec un banal club des 5. Fantomette est aux histoires de héros masqués ce que Inspecteur Poisson est au film noir. Une parodie amoureuse. Je vois ce que tu veux dire. Inspecteur Poisson, c'est une série humoristique bourrée de calembours et de références à des films connus du genre, qui reprend pas mal de schémas classiques pour les détourner, mais au-delà de cette parodie, il y a une vraie enquête que le spectateur peut mener en même temps que le héros. Oui, et cette enquête se déroulant dans un univers déjanté, elle est déjantée elle-même. Mais c'est quand même une vraie enquête, façon Discord noir. On peut deviner qui est le coupable à la fin. Bon, dans Inspecteur Poisson, Gilles prend une expression d'intense réflexion chaque fois que l'indice primordial vient d'être lâché, ce qui le rend impossible à louper. Alors que dans Fantomette, c'est noyé au milieu d'un tas d'autres détails de la narration, mais c'est visible quand même. Ok, mais dans ce cas, je suis pas sûr de savoir pourquoi c'est inadaptable. Parce que tout ce que je viens de te décrire, c'est juste le principe de base des livres Fantomette. L'outil employé par Georges Chollet pour mettre en place cette base, c'est la narration. Les personnages et les situations de Fantomette sont vraiment caricaturaux d'une façon incroyablement naïve. Tellement naïve qu'on ne peut pas reconnaître dans ces caricatures des portraits d'éléments plus sérieux et que l'effet comique de décalage qui est habituellement le ressort comique principal de la caricature ne se déclenchera pas. Ce ne sont pas des caricatures drôles. Leur vocation n'est pas d'être des caricatures drôles. L'humour de Fantomette n'est pas dans ces caricatures, il est dans la malice avec laquelle Georges Chollet nous les dépeint. Il porte sur les blagues que Georges Chollet casse dans sa narration en prenant ces caricatures comme objet. Il vient de l'ironie, des calembours, de l'emberlificotage de la syntaxe. Retirez tout ça et rien ne reste de Fantomette. Ah oui, dans ces conditions, ça devient difficile de faire une adaptation fidèle. De fait, personne n'a essayé. Les deux séries Fantomette ont cherché leur propre style d'humour et Enigma a recréé un univers pour y trouver sa propre façon d'emberlificoter la syntaxe. Emberlificoter la syntaxe sur un support visuel. Exactement, emberlificoter la syntaxe visuelle. Entre les couleurs, le trait, les onomatopées qui apparaissent à chaque bruitage, on a un joli emberlificotage. Sans oublier le capitaine Haddock comme super vilain.
Moi, Faust, empereur du mal, je vais bientôt transformer tous les habitants de Summerfield en monstres qui se soumettront à ma volonté. Je deviendrai alors et enfin le maître incontesté de la ville. Non, blague à part, effectivement, ce qui marche dans Enigma, c'est le style. Les personnages sont tout simples, le dessin est très cartoonesque, les couleurs sont vives, l'univers est naïf, avec des intrigues farfelues mais des enjeux très littéraux, et le monde des gentils au-dessus, dans une ville pas parfaite mais bien réglée et haute en couleurs, et le monde des méchants en dessous, avec des démons très moches et hauts en couleurs. C'est limite du théâtre marionnette. Du théâtre brechtien plutôt. En fait, l'humour fonctionne parce que comme dans les livres, il y a une espèce de distanciation brechtienne. L'univers qui nous est montré n'est pas crédible et on rit parce qu'on n'y croit pas. Oui, par exemple, la question du masque, enfin, des chaussures, n'est au final quasiment pas traitée en dépit de ce que nous assène régulièrement le très énervant générique. Comment ça, pas traité? Il y a un épisode où on l'a fait chanter en menaçant de révéler son identité et les personnages évoquent régulièrement leur envie de savoir comment elle est sous son masque. Peut-être, mais ça leur prend juste de temps en temps comme une envie de pisser. Le reste du temps, quand c'est pas exigé par le scénario, ils ont pas l'air de s'en soucier outre mesure, occupés qu'ils sont à préparer l'anniversaire de Pinky ou la kermesse de l'école. Et c'est normal vu le rapport que les personnages secondaires ont avec Agatha et avec Enigma. En fait, déjà parce que Agatha, qu'elle soit dans son costume d'Enigma ou qu'elle soit dans son costume d'Agatha, ne fait jamais semblant d'être quelqu'un d'autre, ne joue jamais un rôle, elle reste toujours elle-même. Et elle-même, c'est un personnage somme toute très banal. En tant que justicière, elle est surtout quelqu'un qui use de ses super pouvoirs à bon escient. En ceci, elle est assez différente de Fantomette qui non seulement n'a pas de super pouvoir, mais en plus c'est plus une justicière comme Batman à résoudre des enquêtes et tout. Enigma ne mène pas d'enquête, elle résout les situations non pas en faisant preuve de ses talents de détective, mais en consultant son devin personnel. Mademoiselle, votre lacet est défait. Quoique, pour comprendre les énigmes, il faut un certain talent, le lien est pas toujours facile à faire. Regarde, en or le chocolat, danger amènera. À l'hôtel du moustachu aux 2 chapeaux pointus. C'est un début de piste. Et les méthodes de divination varient sans cesse d'un épisode à l'autre. Les déguisements qu'il arbore pour pouvoir lui transmettre l'énigme du jour aussi d'ailleurs. Au fait, Tsingtao, c'est pas le nom d'une marque de bière. Sauf que ce n'est pas Tsingtao, c'est Tsingpao, avec un P comme Popo. C'est lui qui a offert à Agatha ses ballerines magiques qui la font se transformer façon Magical Girl, lui donne le pouvoir de voler et peut-être un peu plus de force que la normale. C'est pas très clair, pour ce qu'on en voit, Agatha pourrait juste avoir été élevée aux épinards depuis sa plus tendre enfance. Voilà pour l'origin story dramatique. Et en tant qu'Agatha, elle est très générique aussi. Elle vit chez sa tutrice parce que ses parents sont à l'étranger. Elle est la copine raisonnable mais qui aime s'amuser. Elle chante dans son groupe même si on n'assiste jamais à une de ses chansons. La fille mystérieuse, pas d'ici mais d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas très envie de m'en plaindre. Si tu trouves que la question du masque Des chaussures. n'est jamais traitée, c'est en réalité parce que la question de la double vie n'est jamais traitée. C'est vrai. Sa double vie ne lui pose aucun problème. Ses amis l'ont acceptée comme étant la fille sur qui on ne peut pas compter pour être à l'heure, mais qu'on aime bien quand même. Ils aiment bien Agatha pour être Agatha et Enigma pour être Enigma. Il n'y a jamais de jeu de comparaison entre les deux comme ça arrive dans Batman, Superman ou les livres Fantomette. S'ils apprenaient son secret, ça ne devrait déclencher aucun drame. Ils continueraient à compter sur Enigma pour être là à chaque fois qu'ils ont un problème avec un super vilain, et à ne pas compter sur Agatha pour être à l'heure pour quoi que ce soit qui n'implique pas un super vilain. En même temps, pourquoi une bande de jeunes lycéens se retrouve si fréquemment confrontés à des super vilains? Une incroyable malchance. Ou une excessive confiance en la super-héroïne locale qui fera qu'on n'aura jamais peur de ramasser des bouteilles d'engrais bizarres dans la rue, ou de se balader dans un entrepôt désert. Ces jeunes aussi, ils sont assez génériques. En fait, comme je l'ai dit avant, tous les personnages de cette série sont très simples. C'est assez marrant d'ailleurs le contraste qu'il y a entre le caractère générique des personnages les plus importants et le look psychédélique du moindre figurant. Les yeux des personnages normaux sont des billes, et la coiffure d'Agatha est bizarre. Et heureusement que son costume est magique, sinon je comprendrais pas comment ces macarons font pas des bosses dans sa cagoule. Mais de toute façon, pas mal de coupes de cheveux sont space. Toute la personnalité de la série est dans son design. Mais attention, personnage générique ne veut pas dire personnage raté. Ils sont campés le plus simplement possible, mais ils sont campés quand même et ça marche. Au passage, dans toutes les versions de Fantomette, sauf dans Enigma, le commissaire qui a besoin de l'aide d'une super-héroïne en a besoin parce qu'il est incompétent. Incorruptible, mais incompétent. Là, non. À cause, je pense, de ce côté, personnage simple et générique, mais crédible quand même. L'autre effet, c'est que tous les figurants sont des figurants d'ici. Je crois que nous sommes sauvés. C'était l'occasion ou jamais de mourir en héros, mais bon. Quand un petit garçon est sauvé par Enigma après avoir été capturé par des monstres, il n'hésite pas une minute à ramener Enigma dans l'antre des monstres pour qu'elle puisse les combattre. Et si la bande de copains d'Agatha est assez peu définie, chacun ayant un caractère... Non, pas ce chapeau.
mais un rôle relativement interchangeable. Ça fait que le côté générique d'Agatha n'a rien de choquant, elle ne se démarque pas de son groupe. Ce qui marche surtout, c'est qu'on voit bien que ces personnages ont leur propre cohérence, leur propre code. S'il y a des rires intempestifs à des moments inappropriés, ce qui arrive souvent dans les dessins animés, on n'est pas énervé comme d'habitude. On a juste le sentiment d'assister à la complicité d'un groupe qui a des références en commun et que nous n'avons pas, et du coup rit à des moments où on comprend pas. Et à cause de ça, leur complicité est crédible malgré le fait qu'ils soient tous si génériques et qu'Agatha soit toujours en retard. À l'instar des livres Fantomette, ça met en scène des personnages et des situations très naïfs, mais en les racontant de manière si plaisante qu'on ne peut qu'en rire. Ça a l'avantage de ne pas exiger de son public une culture exceptionnellement vaste, comme fait Inspecteur Poisson ou les Animaniacs, mais de considérer quand même que, même si le public cible est un public d'enfants, l'humour doit être sophistiqué. De vrais efforts sont fournis pour rendre l'épisode drôle. On ne se contente pas de 2-3 références au pipi ou au caca. Le comique est dans le graphisme, le dynamisme et les dialogues. Il y a aussi du comique de situation et du comique de répétition, mais ça va pas plus loin. Pas besoin que ça aille plus loin. Cette série n'a pas fait l'erreur de se prendre trop au sérieux, ni celle de vouloir être plus que ce qu'elle a, une histoire de super-héros humoristique pour les enfants. En cela, elle est ce qui se rapproche plus des livres Fantomette que tout ce qui s'est fait portant effectivement le nom de Fantomette. La série animée Fantomette se prend au sérieux. Ça se passe dans un univers futuriste où la mode est à la fermeture éclair, l'homme le plus influent de la ville est un préservatif géant masqué ou un coconfort en camisole de force au choix, et personne ne soupçonne qu'avec ce look psychédélique il puisse ne pas être totalement digne de confiance. Tu appelles ça sérieux? Et pourtant ça l'est. Trop, de manière inappropriée. Et le drame, c'est que je crois vraiment que les auteurs de cette série ont lu et aimé la série de bouquins. Parce que pour se rappeler que le nom de Fantomette est Françoise Dupont, faut s'accrocher. Au sujet des parents de la petite Françoise Dupont. Les professeurs Dupont. Ça doit être évoqué 2 fois dans tous les livres. À l'instar de pas mal de héros et héroïnes francophones de l'époque, Ficelle, Françoise et Boulotte ne sont jamais appelés que par leur prénom et n'ont probablement pas de nom de famille. Tu veux dire comme dans la saison 1 de... Non! Je veux dire comme dans Spirou et Tintin. Tu sais, Spirou et Tintin, c'est probablement leur nom de famille. Bon, comme dans Cédric et Titeuf. Ce petit détail du nom de Fantomette a été déterré pour la série et on a essayé de rendre vraisemblable ce qui était invraisemblable. Fantomette, c'est quand même la série de bouquins où une petite fille de 10 ans vit toute seule dans sa maison. C'est l'héroïne, Fifi Brindacier aussi vit toute seule dans sa maison. Sans parents qui doit la rejoindre au coffre plein d'or. C'est juste pas précisé. Et les 2 fillettes qui lui servent de meilleures amies vivent elles aussi toutes seules dans leur maison. C'est parce que... Donc voilà. Dans la série, elles n'ont pas une dizaine d'années, mais une quinzaine, elles ont une tutrice adulte et le fait que Fantomette n'ait pas de parents est justifié. Et Œil de Lynx s'est rajeuni pour que ses relations avec Fantomette paraissent moins... malsaines. Quoi? Ils sortent absolument pas ensemble, ni de près ni de loin. Ils sont quasiment frères et sœurs d'adoption. S'il y a bien un avantage à cette série, c'est qu'elle met vraiment en scène une relation d'amitié entre hommes et femmes qui ne comporte aucune once d'ambiguïté. Même si on essaye de rendre Fantomette un peu plus réaliste qu'elle ne l'est dans la série de livres, le fait qu'un homme mûr prenne des consignes auprès d'une petite fille a quelque chose de dur à avaler. Leur écart d'âge a donc été diminué. Et au lieu de s'appeler Pierre Dupont, Dupont comme Fantomette, Aucun lien de parenté. Œil de Lynx s'appelle désormais Alexandre Charpentier. Ah, Charpentier, vous voilà. Pour autant, j'ai pas le sentiment qu'on puisse qualifier la série Fantomette de réaliste. Entre la crétinerie des adultes autres que super vilains, la catastrophe esthétique qu'est la mode et l'architecture dans cet univers et les gadgets de Fantomette... Sur sa fantomobile, la nuit elle se faufile. F comme Fantomette. F comme fantastique magique. F comme forme olympique. Disons crédible. On ne laisse rien d'injustifié, comme on le faisait dans les livres pour souligner le fait que c'est humoristique et qu'il faut pas trop y croire. Le problème, c'est que du coup, on ne sait plus trop où on est. La crétinerie des adultes et les catastrophes esthétiques, comme tu dis, elles ne servent pas aux gags, comme dans Enigma ou dans les livres. Donc elles ne servent à rien. Les blagues sont hors de propos et rarement drôles. On ne parodie rien, on ne caricature rien, on n'est pas dans une série sérieuse, mais on n'est pas dans une série humoristique non plus. Un peu comme dans Spirou et Fantasio 2006. On est dans une série pour enfants qui ne fait pas d'efforts parce que les enfants se contenteront de ça. Tu as tout détesté? Non. Il y a quand même quelque chose que j'apprécie dans cette série, c'est que Ficelle et Boulotte sont réellement les ficelles et boulottes des livres. 2 personnages qui ne servent à rien d'autre qu'à être des délires vivants. Maman, il faut manger, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses à toute cette
graisse qui alourdit l'esprit, le ventre et le système cardiovasculaire. Tapis dans l'ombre de la nourriture, elle est prête à bondir sur ses proies quand on s'y attend le moins. Et tiens, voilà justement une de ces innocentes victimes. Il n'y avait pas d'équivalent à ces personnages dans Enigma, et on s'en passait très bien. Que tu crois? Pinky joue le rôle de Boulotte pendant que toute la bande de copains joue le rôle de Ficelle. Et du coup, c'est plus le rôle de Boulotte qui est exploité à bon escient. En plus, Pinky a beau être le gros, il est aussi l'adulte pas tout à fait adulte, genre Alan dans Jumanji. Ce qui est chouette aussi, par contre, le rôle de Ficelle était réparti entre tous les copains d'Agatha, ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de Ficelle. Mais au moins le rôle est tenu. Quoi qu'il en soit, j'étais contente de retrouver les ficelles et boulottes des livres pour une fois. Aucune adaptation ne les campe aussi fidèlement. Je sais pas ce que ça donnait en livre, mais en dessin animé, c'est quand même un tantinet exaspérant. Ça marche pas parce qu'on ne nous met pas dans les bonnes conditions pour apprécier. Et aussi parce qu'ils ont reproduit les personnages sans trop savoir ce qui les rend drôles. Ficelle, c'est l'élève du cobu avant qu'on réalise que l'élève du cobu pouvait être drôle parce que trop intelligent plutôt que drôle parce que trop bête. Elle était en l'air, mais intéressée par tout un tas d'activités improbables et farfelues comme collectionner les chaussettes et apprendre l'égyptien antique. Elle fait de la sculpture contemporaine et des spectacles de danse. Elle a toujours en tête une nouvelle invention, une nouvelle idée. Elle est campée comme très tête en l'air et très stupide. Mais le gag ne portera pas sur sa stupidité, mais sur son exubérance. Si elle se prend les pieds dans le tapis, on ne rira pas du fait qu'elle soit tombée, mais du fait qu'elle profite de l'occasion pour inventer une nouvelle série de jurons ou un nouveau concept de tapis intombable. Et Boulotte? Et Boulotte... Oui, elle est là pour l'idée foireuse numéro 10. Elle est grosse, donc elle est obsédée par la nourriture. Mais ni crétine, ni maladroite, ni ridicule. Juste obsédée par la nourriture et relativement discrète. Du coup, c'est triste à dire, mais les gags de gros qui sont faits à partir d'elle restent drôles. Parce qu'ils n'ont pas pour vocation d'humilier un personnage, ils sont juste l'occasion de calembours ou autre genre de gags sur le sujet de la nourriture. D'ailleurs, dans la série animée, on a remplacé son obsession pour la nourriture par une obsession pour les animaux. Or, les ficelles et boulottes de la série sont mises en scène de manière à être ridicules. Ce qui ne m'empêche pas, personnellement, de sourire en reconnaissant les délires verbaux de Ficelle. C'est vrai qu'il est bon ce jus de fruits. Je vais publier la recette dans le Suréminent. Oh, pourquoi faire, Ficelle? Tu es la seule à le lire. Quoi? Quand on regarde adulte sans avoir lu les livres, on a du mal à voir l'intérêt de cette série. L'intérêt n'est pas dans l'enquête puisqu'on sait qui est le méchant. L'intérêt n'est pas dans l'action puisqu'elle est franchement calme. Pour une série où un préservatif géant ou un coffre-fort en camisole de force au choix dirige une ville peuplée de fermetures éclairs et où la famille la plus éminente s'appelle Dupont. D'ailleurs, pourquoi avoir gardé le nom de Dupont et avoir remplacé Framboisie par Furtiville? Ça ressemble à une mauvaise traduction après un passage à la version américaine, ça. Framboisie serait devenu Fruitiville, et puis en revenant en France, Furtiville. Sauf que la série est française, alors mon explication tient pas. L'intérêt de la série n'est pas non plus dans les personnages puisqu'ils sont caricaturaux. Il est encore moins dans le mystère de la disparition des parents de Françoise, parce que quand on y réfléchit, elle aurait nécessité davantage d'explications d'entrée de jeu pour avoir un sens aux yeux des spectateurs. Pourquoi des archéologues mettraient en danger un patron du crime? Dans les boucliers de Quetzalcoatl, je t'ai jamais entendu te plaindre du fait qu'un archéologue junkie travaille sous les ordres d'un trafiquant de drogue qui veut réveiller un dieu aztèque pour qu'il l'aide à, en cœur, Tenter de conquérir le monde. Il m'a dit que tu pourrais être utile. Il m'a dit comment te détruire en te droguant. Justement, c'est amené. Dans Fantomètre, ça l'est pas, tant la série peine à assumer son côté sérieux à cause de son côté parodique qu'elle peine à assumer aussi, comme on a dit. Ça m'étonnerait que la présence du furet et du masque d'argent comme ennemis principaux de Fantomètre suffise à distraire les gens qui ont lu les livres dans un tel contexte. Ben, ça les perturbe plutôt, le fait que le furet travaille pour le masque d'argent. Fantomètre marchait selon le concept un méchant un genre. Le furet, grand cambrioleur et escroc notoire, était là pour les tomes qui avaient plus une intrigue policière. Le masque d'argent, qui était plus un méchant de James Bond, était là pour les tomes à la James Bond. En les faisant bosser ensemble, on leur retire leur spécificité et donc leur intérêt. Je suppose que ça suffit à distraire les enfants, mais ça leur laissera pas un souvenir impérissable. C'était bien la peine d'avoir un budget si important pour que ce soit juste ça. C'est pas une série à suivre. Du coup, il y a des épisodes individuels qui sont intéressants. Quoi qu'il en soit, ça reste trop à mi-chemin entre plusieurs genres pour réellement m'impressionner. Enigma m'aura plus marqué. Par contre, je me demande bien à quoi ressemblait la série live du coup. J'ai pas d'épisode sous la main pour te montrer, mais on peut réentendre le générique si tu veux. Non! Quoi qu'il en soit, en dépit de la bonne volonté des adaptateurs, je pense qu'on attendra encore longtemps avant une adaptation de Fantomètre aussi marquante que les livres. C'est pourquoi, pour une fois, je vous les recommande plus que les dessins animés. Ces livres-là méritent qu'on s'en souvienne.
Lola, sans qui jamais je n'aurais pu obtenir celle d'Enigma. Ainsi que sa photo dédicacée. Oh, mais si tu veux, je peux te frotter le dos. Vous n'allez pas pleurer pour des fruits confits. Une fois qu'on les a mangés, c'est fini, il n'en reste rien. Croiseur Jedi, tranquillité. Ici le général Luminara Onduli. Je demande l'autorisation d'atterrir. Waouh, quel beau spectacle! C'est vrai, elle a toujours été là pour nous sauver. Pas facile, mais j'ai trouvé. Toutes les victimes des cambriolages étaient en vacances dans un palace de vif-argent ou bien en stage au centre Vite en Forme. Nous sommes bien amusés avec vous. Heureusement, il paraît que Sangoku est plus fort que vous. Pas de problème, monsieur Wang Bang. Dans exactement 5 minutes, ça va groover. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir lire ce qui est écrit? Ce qui compte, c'est qu'on ait la carte. Un point, c'est tout. Tu me regardes, mère! Tu vois, si je le fais, c'est pour toi! Et puis aussi pour moi! Et que pensez-vous d'un chapeau à voilette pour se protéger des piqûres de moustiques? Voler de la glace? Franchement, est-ce que tu ne trouves pas ça un peu grotesque quand on est aussi chaudement habillé? J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on s'explique, Batman? Quand je fais vibrer mes molécules, je crée un champ d'énergie qui me permet de traverser les objets. Je travaille sur un calcul estimatif pour ma prime de retraite. Oh, le boulot de super-héros nécessite une grande disponibilité. Je tiens à te rassurer, Goldie. Personne ne compte sur ta générosité. Pense un peu à tous ceux qui vont voir des courses de voitures en espérant qu'il y ait des accidents. Le soda Pinky, le premier soda rose. J'ai perfectionné la recette. Chucky, Chucky, t'as toujours été un perdant. Cette mascarade est une véritable insulte aux monstres que nous sommes. Chaque année, sous des déguisements grotesques, les humains nous tournant ridicules, on jouera à se faire peur. Et moi, ça m'est égal, car vous partirez seul. Moi, c'est non, non et non. Tu as sans doute raison, ma chérie. Les enfants ont besoin d'avoir une vie un peu rangée. Ah, Bastien, Balthazar, Bugs, comme il me tarde de prendre ma revanche. Voilà trop souvent qu'il m'échappe et qu'il déjoue mes plans m'empêche sans le capturer mes proies. Tu peux peut-être nous le dire, Bastien? Parce que je ne suis pas seulement l'affreux Mojo Jojo, le démon le plus méchant de Townsville. Je peux être aussi le chef le plus prestigieux qui ait jamais existé. J'ai mis une nouvelle mèche. Normalement, ça devrait fonctionner parfaitement, les amis. Jeu de mots vaseux? Non. Des figures de style, des métaphores, oui. Ne laisse pas la colère t'envahir, tu auras ta vengeance très bientôt. Alors April, j'espère que tu as fini ton enquête. Il est nul. Allez, allez, jolie tortue. Approchez, approchez, allez, venez là, jolie tortue. Il s'est fait attaquer dans la rue et il demande de quoi on va parler. Tu crois que cette guerre va durer encore longtemps, frère Tiche? Est-ce que c'est vrai que papa et vous avez pris au lasso un hippopotame arctique? Alors, le Riddler, qu'est-ce qu'il y a? On ne se sent plus à la hauteur? Le Joker, le véritable Joker, n'a rien à voir avec ceux que vous avez affrontés. Je vous souhaite de ne jamais avoir affaire à lui. Encore vous, Fantomètre? Mais vous n'avez pas le droit. Non mais c'est inadmissible. C'est moi le commissaire de police. Et c'est la police que l'on appelle en cas de cambriolage, pas vous. Hein? Comment ça vous m'attendez? Allô? Allô? Crénon, elle a raccroché. Méfie-toi, devin. Les prédictions d'Obélix sont souvent exactes. Il y a dans la cité de l'horizon, auprès de ce faible et lymphatique pharaon, une petite fille qui représente tout ce que toi et moi haïssons. Tu te rends compte, Pierrot? C'est là le premier mur dans notre histoire. Cet enfant ne peut pas rester comme ça, sans nouvelles depuis des années. La ville vous appartient tout entière aujourd'hui, monsieur. Je suis d'accord avec toi. Le jour où Fantôme a attaqué le turbotrain, nous n'avons pas eu le temps de terminer notre conversation. Versez de la poudre par terre. Ils arriveront d'ici 20 minutes. Ils ne vont pas trop vite, ils sont une dizaine seulement. N'importe quoi, c'est pas la Grèce, c'est Françoise. Navré, Dex, mais je dois me laver les cheveux ou aider les pauvres. Je ne sais plus trop. La force est en moi. D'accord. Fantomètre, elle est toute seule. Il n'y a plus la police pour l'aider, il n'y a plus que nous. Et la ville est grande, non? Tu crois qu'elle peut être partout à la fois? Crois-moi, c'est le pied. Depuis qu'elle est enceinte, elle est plus chaude que la braise. Une vraie bête de sexe. C'est les hormones, ça libère leur pulsion animale. C'est comme si cet ange de pureté devenait un démon de lubricité.